Bonjour à tous, aujourd'hui la vidéo elle est sur un sujet qui m'est souvent demandé, c'est comment devenir éleveur de chiens. Alors, ce sujet, je l'ai travaillé un peu, oui, j'ai gratté en utilisant mes connaissances, mes compétences, etc. Et ma réussite bien sûr, hein, parce que c'est mieux de guider les gens avec un avis qui est concret. Donc voilà, cette vidéo pour devenir éleveur de chiens, tout simplement pour vous qui regardez cette vidéo et qui désirez une reconversion professionnelle ou tout simplement améliorer vos connaissances, etc. Des fois, on a tendance à oublier des choses parce qu'on pense savoir, ça fait 15 ans, 20 ans qu'on est dans notre train-train et puis on en oublie certaines bases des fois. C'est pour ça qu'il y a des gens qui évoluent dans la vie et d'autres qui stagnent et d'autres qui se cassent la gueule. Donc moi, perso, je ne vends pas de formation, je ne vends rien de tout ça. Moi, je vous explique comment je fonctionne et ma réussite, quelque part, elle est liée à du travail. Alors, dans un premier temps, vous qui regardez cette vidéo, on va commencer par la base. La base, déjà, pour être éleveur de chiens, c'est la race. Donc, quand vous avez la race, déjà, c'est un bon début. Après, il faut comprendre une chose, c'est que quelle que soit la race que vous élevez, toutes les races fonctionnent. Quel que soit le prix de vente, etc. Après, c'est vous qui déciderez ce que vous voulez faire et comment vous voulez le faire. Donc, premièrement, la race. Donc, dans la race, ce qu'il faut connaître, le standard de la race, c'est important, vous pouvez le trouver sur la site de la FCI, www.fci.be. Le standard, c'est ni plus ni moins un texte qui vous explique comment est la morphologie du chien, son aspect psychologique, les défauts rédhibitoires, etc. Après, il y a aussi un point important, c'est est-ce que vous voulez faire du chien lof ou non lof. Donc c'est-à-dire lof, c'est un chien avec pédigré ou un chien non lof. Il faut savoir que le chien lof se vend plus cher qu'un chien non lof. Maintenant, pourquoi, etc. Alors à savoir que c'est bien beau de se dire c'est plus cher, mais il faut comprendre, parce que vous avez des préparations, vous avez des expositions canines, des fois du dressage, et un peu d'éducation, parce qu'on n'arrive pas en expo canine comme on va chercher sa baguette de pain. Il faut bien le comprendre. Donc tout ça, c'est important de le savoir. Après, il va falloir connaître bien sûr la morphologie de son chien, le morphotype, et la santé. La santé, c'est un point très important. Aujourd'hui, on est en 2021, et je peux vous assurer que je n'ai jamais vu autant d'importance que pour la santé. Ça tombe bien, j'ai les deux pieds dedans. En deuxième chose importante, on va avoir l'aspect administratif, juridique et financier. Ces choses-là, dans ce point-là, on va retrouver bien sûr la CACED, donc ce qu'on appelait avant le certificat de capacité. Si vous voulez bien sûr plus de détails sur ce qu'est la CACED, n'hésitez pas à me contacter via mon site d'élevage, Élevage Boston Attitude. Il y a une partie contact, vous m'envoyez un mail par le site Chien de France et moi je vous enverrai, je vous répondrai en mettant votre adresse mail, hein, bien sûr. Je vous mettrai tout le PDF de la cassette, ce qu'on y retrouve, etc. Toutes les informations pour que vous puissiez préparer votre cassette vous-même. Je précise que c'est quelque chose de gratuit, hein, je ne vends rien. Une fois que vous aurez passé votre cassette et que vous l'aurez obtenu, c'est facile. Vous irez demander votre numéro de SIRET. Alors le SIRET, ça se passe où? C'est à la Chambre de l'agriculture et du commerce. Tout simplement. Le statut juridique pour un éleveur de chiens, c'est en entreprise individuelle. Certains éleveurs, notamment si certains élèvent des vaches, des moutons, des chèvres, etc., ou du cochon, hein, par exemple, il y en a qui sont déjà en GAEC. Et là, c'est très simple, hein, c'est juste une extension, comme quoi on élève aussi un élevage d'autres animaux, donc chiens, etc. Voilà. C'est assez simple. Le choix, pro ou pas pro. Alors, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'un amateur, c'est une portée par an maximum, que ça soit chien, chat, furet. Si par exemple vous avez un chien et un chat, et ben ça sera qu'une portée par an en tout. Pas une portée de chien, une portée de chat, une portée de furet, une portée de cochon, une portée de daim. Non, c'est une portée en tout. C'est pour ça qu'à ce moment-là, on passe en professionnel. C'est beaucoup plus simple. Donc bien sûr, de là, on va
se rapprocher de ce qu'on appelle la DDPP, anciennement la Direction des services vétérinaires. La DDPP, c'est ce qui régit les législations, qui va vous parler des installations, etc. Il y en a une par département. Alors pour le trouver, vous allez sur Google, vous mettez DDPP et le numéro de votre département. C'est la Direction départementale de la protection des populations. Ouais, ça doit être ça. Voilà. Après, bien sûr, il y aura la MSA. Parce que quand vous êtes éleveur de chiens, vous ne dépendez plus de la sécurité sociale, mais de la MSA, c'est la mutuelle sociale agricole. Vous pouvez les contacter, qui viendront chez vous, etc. Comme la DDPP, vous les faites venir, ils vont vous aider. Parce qu'en même temps, vous aurez besoin, parce que suivant votre situation géographique, votre voisinage, etc., vous n'aurez pas forcément les mêmes droits entre un élevage de 9 chiens et plus de 9 chiens, allant comme certaines fermes d'élevage à 1000 chiens. Bon, je suis pas trop fan que vous fassiez des choses comme ça, je sais pas bon. Après, il y a l'aspect, bien sûr, juridique et financier. Un expert comptable, c'est bien d'en avoir un, ça évite de faire des conneries. Et puis d'avoir un contrôle fiscal, par exemple. J'en avais fait une vidéo, d'ailleurs, si vous regardez un petit peu sur ma chaîne. Il y a le lieu pour élever, comme je vous ai dit, et le lieu pour élever, c'est avec la DDPP. Bon, il faut bien comprendre une chose, même si c'est pas réglementé vraiment, au niveau des installations et tout, vous comptez 5 mètres carrés par chien. Mais franchement, c'est pas assez. Vous pouvez aussi bien sûr élever 9 chihuahuas au 15e étage d'une ZUP, légalement parlant, vous avez le droit. Par contre, c'est pas top. Puis vous pensez bien que le jour où vous avez les clients qui viennent, si vous êtes en HLM au 15e étage, ça le fait moyennement, quoi. Et les impôts, faut pas les oublier, parce que eux ne vous oublieront pas. Alors il faut savoir que quand vous faites vos déclarations pour avoir votre numéro de SIRET, tout est relié. Donc, dès que vous faites votre demande de numéro de SIRET, eh ben ça transmet. Vous savez, en France, on est un peu fliqué partout. Tout est relié ensemble, donc ça viendra. Donc, vaut mieux que vous preniez les devants, ça évite les ennuis. Troisième point qui est aussi important, c'est tout ce qui va être les partenaires. C'est-à-dire où acheter vos chiens. C'est très important, c'est pour ça qu'il faut s'intéresser à la race, qu'il faut vraiment gratter, comprendre quels sont les bons éleveurs, qu'est-ce qu'un bon éleveur. Prenez votre temps, s'il vous plaît. Si vous allez trop vite, vous ferez des conneries. Et n'oubliez pas une chose, c'est que les conneries que vous ferez, c'est vous qui allez les payer. Donc on recherche vraiment, le mieux c'est d'aller acheter chez des bons éleveurs. Les bons éleveurs, ce sont des gens qui font les choses de façon carrée. Des gens qui portent de l'importance à la santé, les expos canines, la sélection. On évite les éleveurs qui achètent leurs chiens dans les pays de trafic, etc. Ça pue. Faut comprendre, certains pays où il y a des trafics, les chiens valent 10, 15, 20 fois moins cher. D'ailleurs, c'est pas pour rien que vous pouvez regarder sur Internet le nombre de gens qui ont des problèmes sur des chiens qu'ils ont achetés en animalerie. Excusez-moi, mais en animalerie, la majeure partie des animaux viennent des pays de l'Est. Alors, il y a des éleveurs sérieux dans les pays de l'Est. Oui, pas beaucoup. Et moins qu'en France encore. Donc tout est une question de sélection là-dessus. Il faut vraiment faire attention. Un des points qui est vraiment très important pour moi, c'est le vétérinaire. Il faut absolument que vous ayez un vétérinaire qui soit compétent. Un vétérinaire compétent, c'est un vétérinaire qui connaît vraiment la race. Vous allez voir les vétérinaires. Moi, par exemple, depuis plus de 20 ans que je suis dans le monde canin, depuis 96, je vous laisse faire les calculs, je n'ai eu que 2 très bons vétérinaires. Un qui s'appelait Jean-Jacques, qui était à 3/4 d'heure de chez moi, et l'autre qui est la vétérinaire avec laquelle je travaille maintenant depuis plusieurs années, Audrey, qui est pareil à 40 km de chez moi. Il y en a d'autres, les plus près. Mais entre ceux qui chargent la mule parce qu'il faut payer les jantes de la Maserati, ceux qui vont faire que vous venez voir votre vétérinaire pour un conseil parce que votre chien il a un petit souci et résultat, le vétérinaire sait pas trop parce qu'on n'a pas la science infuse, et c'est comme partout, il y a eu des premiers de la classe et des derniers. Mais vous pouvez tomber sur un vétérinaire qui ne sait pas et qui va prendre son bouquin, regardez, ça doit être ça, et hop, et d'un seul coup votre chien fait cobaye. Sauf que quand il y a des conneries, des problèmes, et moi j'en ai subi les conséquences. Pour vous dire, il y a quelques années en arrière, j'ai un vétérinaire qui m'a fait crever une portée entière. Vous comptez 6 chiots, le prix que ça vaut, et il a fallu me faire mourir la mère aussi. Et quand il a été question de faire travailler sa responsabilité professionnelle, on m'a gentiment dit que oui, mais les chiens ils sont pas morts chez le vétérinaire, ils sont morts chez vous.
Et je dis oui, ils sont morts, le premier est mort environ 40 minutes après être rentré du vétérinaire, et le dernier est mort 48 heures après, mais les chevaux ne sont même pas réveillés. Donc ils sont morts tout seuls. Et la personne de la responsabilité civile, d'assurance, hein, m'a dit bah oui, mais s'ils sont pas morts chez le vétérinaire, il n'y a rien qui prouve que c'est de la faute du vétérinaire. Et ouais, les assurances, elles sont pas là pour aider les gens, faut pas l'oublier. En tout cas, pas vous acheteurs. Donc les conneries, il y a des gens sérieux, il y en a d'autres qui le sont moins. Donc les conneries comme ça, on évite. C'est pour ça que le choix du vétérinaire est primordial. Moi, j'ai ma vétérinaire, j'ai cette chance-là, elle est sur un axe de route facile pour moi. On va mettre une demi-heure pour y aller, des fois un peu moins si je... Non, je vais pas dire que des fois je roule vite. Tu sais, il faut qu'on mette une cale sous l'accélérateur. Mais j'ai la chance d'avoir une vétérinaire qui est compétente, qui a des connaissances, qui se remet en question, qui est gentille et agréable, et qui essaye d'avancer, toujours, et qui explique. Et on a des échanges productifs, et ça c'est super intéressant. Vous voyez, ma vétérinaire, c'est quelqu'un, c'est une femme assez exceptionnelle, extraordinaire, et j'aimerais voir beaucoup plus de vétérinaires comme elle. Mais malheureusement, c'est pas toujours le cas. Et je peux vous dire que avec mes clients, j'ai des retours des fois quand ils ont des vétérinaires et je leur dis oh, mon Dieu, change de véto. Ça, c'est un escroc. Ça arrive. Pas tout le temps, mais ça arrive. C'est comme partout, comme dans tout commerce. Aujourd'hui, le côté vétérinaire, c'est un business aussi. Hein. N'oubliez pas. Et il faut arrêter de voir les vétérinaires comme notre médecin. Parce que moi j'ai vu par le passé, excusez-moi de déborder hein, sur le sujet, mais j'ai vu une personne que je connais qui s'appelle Emma, qui habite à Toulouse, qui un jour m'a dit écoute Denis, je viens de rencontrer, je roulais et il y avait un chien qui s'est fait percuter par une voiture qui était sur le bord de la route. Le chien il avait le bassin pété, elle a fait le tour des vétérinaires pour savoir est-ce que quelqu'un pourrait le soigner. Ils ont tous dit oui. Qui c'est qui paye? Et elle a dit mais c'est pas mon chien. C'est pas mon chien. Et ils ont dit, bah oui, mais si vous payez pas, on peut pas l'opérer. Ma véto, elle récupère des hérissons, elle récupère des chats, le jour c'était un lapin, des oiseaux, et elle les soigne. Parce que normalement, un vétérinaire, c'est comme un médecin. Il signe un petit papier, hein, qui dit qu'il s'engage à soigner, etc., que l'aspect financier, c'est pas la priorité. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est là où c'est important. Moi, ma véto, par exemple, elle fait les gardes. La clinique vétérinaire avec qui je bosse, c'est eux qui font les gardes. C'est-à-dire que mes chiens, aujourd'hui, sont suivis exclusivement par cette clinique. Et comme elle m'avait dit, quand j'ai eu un problème il y a 2 ans en arrière, avec un de mes chiens qui s'est fait blesser à l'œil en jouant avec un autre, elle m'a dit, écoute Denis, je sais pas. Je suis pas encore assez doué pour ça. Je préfère que tu ailles voir telle personne ou telle personne. Ben ouais, ben j'ai suivi ses conseils, j'ai été voir le spécialiste pour les yeux, et ben résultat, le spécialiste il m'a soigné l'œil de mon chien, et mon chien il voit. Voilà. Ça m'a coûté un peu de sous, mais bon. On ira peut-être le rencontrer un de ces jours, ce gentil monsieur. Bref, après, donc, ce qui est important, c'est pour aussi connaître tout ce qui va être les installations, le matériel d'élevage. C'est très important. On a besoin de matériel, les lampes chauffantes, les parcs, etc. Cherchez, grattez, n'achetez pas tout de suite au truc spécial chien. Je vous donne un exemple, c'est pas pour leur faire de mauvaise pub. Vous prenez les grilles de chez Diffac, Ribouchon, etc. Ils ont des grilles, c'est du panneau tressé en maille 5,5. Et puis, il y a de la cornière qui est soudée dessus. Ben, vous savez quoi? Vous allez à Point P, par exemple, ou vous allez chez des gens qui vendent de la ferraille. Il faut gratter. Si vous ne savez pas, demandez à des gens qui travaillent dans le bâtiment. Ils vous guideront. Mais vous avez aujourd'hui des sociétés qui vendent cette espèce de quadrillage en maille 5,5. Vous l'achetez en grand panneau, et puis ben, vous le soudez. Et une fois que c'est fait, vous mettez une bombe de peinture, protection, métal, etc. pour pas que ça rouille, tout simplement. Et la différence, c'est que votre panneau chez Ribouchon Diffac, qui va vous coûter 200 balles, entre 150 et 200 euros, et ben si vous le prenez, vous le faites vous-même, le panneau il va vous coûter 25 euros. Et il faut aussi dépenser intelligemment, vous voyez. Il ne faut pas aller tout de suite sur le plus facile, vous voyez. La facilité n'est pas une bonne chose, parce que dans la facilité ou dans la précipitation, on fait des conneries. Et c'est votre carte bancaire qui va prendre un coup sur la figure, enfin votre compte, quoi.
Après, il y a tout ce qui est alimentation. J'ai déjà fait une vidéo sur l'alimentation où je préconise plutôt d'aller sur de l'alimentation dite ménagère, donc en achetant soi-même sa viande, etc. Je parle de mon fournisseur, Saint-Laurent, acheter du riz complet, des fruits, des légumes, ça revient pas si cher que ça, il faut un frigo, un congélateur pour stockage, etc. Ça prend 5 minutes. Ça coûte 85 centimes au kilo. Or, si vous nourrissez avec de la croquette, au début vous ne savez pas trop, vous allez en animalerie, vous allez payer votre sac 80 balles pour 15 kilos, c'est hors de prix. Surtout quand on sait la merde qu'il y a dedans, quoi. Hein, excusez-moi, hein, je ne fais pas un procès d'intention aux marchands de pet food, mais quand vous regardez que dans les pet food on retrouve du maïs, le chien ne digère pas, faites des recherches sur internet, vous verrez le nombre d'éleveurs qui ont des problèmes d'intoxication avec les pet food, le nombre de gens qui ont des problèmes de reproduction, etc., etc. Il y en a énormément. Vous avez un beau site qui est super sympa, ça s'appelle Dog Analysis. Vous allez sur Google, vous tapez Dog Analysis Reviews, R-E-V-I-E-W-S. Et vous verrez, on vous met dans les croquettes, ça va de 1 à 6 étoiles. 1 étoile étant la merde infâme, 6 étoiles étant ce qu'il y a de mieux. Et c'est tout en anglais, mais vous pouvez le traduire. Et dedans, vous allez trouver des choses importantes, qui est la composition. Savoir ce qu'on trouve dedans, la provenance, etc. Et des fois, ça fait peur, hein, je vous le dis. À la suite de ça, on va partir plus sur des connaissances et le savoir. Donc je vous disais, la connaissance et le savoir, c'est quelque chose de très très important. Hein, ça vous servira toujours, et il ne faut pas rester sur ses acquis, il faut toujours aller de l'avant, il faut continuer, il faut avancer. Donc, les livres spécialisés, pas les éditions de Vecchi, pas tous ces trucs-là, ça plaît beaucoup aux particuliers parce que ça parle de généralité. Non, il faut vraiment être appuyé sur des vrais livres sur la race, vraiment, faits par des éleveurs. On en trouve, par exemple, nous, Boston Terrier, vous avez un livre qui s'appelle The Official Book of Boston Terrier. C'est un livre qui est bleu, il est tout en anglais, et c'est Muriel P. Lee qui l'a produit. Vous pouvez le retrouver sur Amazon, etc. Ça vaut entre 15 et 30 euros. C'est un bijou. Ça vous explique toute l'évolution du Boston Terrier, comment il a évolué depuis une centaine d'années. Franchement, c'est des trucs à prendre. Mais vous avez ça sur toutes les races. Mais il ne faut pas aller prendre un livre fait par un journaliste qui connaît que dalle, qui aime bien les chiens, les gratouillis, ça suffit pas. Parce que dedans, vous aurez que de la généralité. Or, pour être un éleveur bon et sérieux, les généralités font pas tout. Il faut aller plutôt chercher les détails. Hein, les généralités, c'est bien, mais il faut progresser, aller vers les détails, les connaissances, les compétences. Voilà. Après, donc, tout ce qui va être le juridique, des livres sur la juridique, des livres sur la reproduction, sur la génétique, sur la comptabilité, ça sert aussi, hein, bien sûr. L'idéal aussi, c'est de trouver un mentor. Alors, moi, je vous conseillerais plutôt d'aller voir des vieux éleveurs. Et vous avez des élevages de référence, ceux qui sont là et qui ont pignon sur rue depuis 15 ans, 20 ans, 30 ans, qui ont eu de la réussite. Je ne vous parle pas d'éleveurs qui n'ont pas de réussite. Je vous parle de ceux qui ont de la réussite. Hein. Comme moi, je peux l'être, par exemple, j'aide. J'ai gagné au championnat de France, j'ai gagné à la nationale d'élevage, on a fait le salon de l'agriculture. J'ai gagné, bien sûr, au championnat d'Europe, l'Europa Sieger. À la mondiale, on a fait des très beaux résultats, quand même. Donc, vous voyez, et dans le monde entier. Et ça, c'est hyper important. Parce qu'au moins, nos connaissances, et quand on est d'accord pour les transmettre, c'est hyper important. Parce que, honnêtement, aujourd'hui, les anciens ont de moins en moins envie d'aider les jeunes parce que les jeunes sont des opportunistes aujourd'hui, malheureusement, ont tendance à avoir les dents longues, comme on dit, donc ils viennent, ils prennent, et puis une fois qu'ils ont, ils sont plus royalistes que le roi. Mais ça, c'est pas grave. Mais ces gens qui sont comme ça, qui arrivent en opportunistes, qui avancent comme ça, et souvent ils se cassent la gueule rapidement. Donc ne soyez pas comme ça, s'il vous plaît. Et puis, faut savoir dire merci aussi, c'est très important. Après, il faut aussi, dans les connaissances et le savoir, bien sûr, tout ce qui va être les réseaux sociaux, les sites internet, la publicité, le marketing, toutes ces choses-là, c'est hyper important, il faut les connaître. Pensez-y. Aujourd'hui, on est en 2021, on fait avec les réseaux sociaux, il faut avoir un site internet, vous avez Chien de France qui les propose gratuitement, hein, c'est pas mal, il y a pas mal de choses comme ça à comprendre et connaître. À la suite de ça, on a aussi tout ce qui est les guides de bonne pratique. Alors, vous pouvez avoir les guides de bonne pratique par le biais de votre éleveur, les connaissances, la DDPP, etc. Enfin, voilà, il y a des livres qui se font là-dessus. Est-ce que c'est bien ou pas bien? Je ne vous dirai pas. C'est à vous d'en juger. Hein. Je suis pas Dieu non plus. Mais des fois, il vaut mieux un bon mentor qu'un guide pratique qui est un peu bancal. On va avoir aussi tout ce qui est
L'aspect phytosanitaire et la propreté, c'est hyper important. L'hygiène, pensez-y, c'est important. Hein. Surtout quand on élève à la maison. Hein. Les livres, tout ce que les livres d'élevage, c'est très important aussi au niveau administratif. On a besoin, tout ce qui est des livres d'entrée et de sortie, les livres sanitaires, tout ce qui va être les contrats de réservation, les contrats de saillie, les bons de commande, tous ces documents-là, c'est hyper important de les connaître. On a le code rural qui est derrière, etc. Tout ça, il faut le savoir. On ne se lance pas dans l'élevage comme si on allait chercher une baguette de pain. Sinon, vous vous péterez la gueule. Malheureusement, c'est comme ça. Il faut y penser. Après, le 5e point, ça va être tout ce qui va être le cheptel. Et ça, c'est pas même si je l'ai mis en 5e, honnêtement, c'est pas forcément dans l'ordre. Tout ça, vous devez le savoir avant de vous lancer dans l'élevage. Sinon, ça va être sacrément galère. Au niveau du cheptel, ce qui est important aussi, c'est de connaître la reproduction, comment ça fonctionne. Alors bien sûr, sur ma chaîne, vous avez des vidéos là-dessus où j'explique beaucoup de choses, la reproduction assistée, naturelle, etc., comment ça fonctionne. Je vous invite à aller regarder les vidéos, n'hésitez pas, ça ne coûte rien, je vous rappelle que c'est gratuit. Hein. Avoir les connaissances aussi sur tout ce qui va être le bien-être animal. Le bien-être animal est beaucoup entendu aujourd'hui, mais la plupart des gens ne savent pas ce que c'est que le bien-être animal. Le bien-être animal, c'est pas juste prendre un chien quand on en a besoin, lui faire 3 gâteries et le rejeter dehors. On a un élevage qui est à quelques kilomètres de chez nous. Le bien-être animal, c'est pas leur tasse de thé. Les chiens vivent dehors, dans des parcs à chiens où c'est électrifié, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, ils prennent tout sur la gueule. Voilà, les espèces de niches en métal, quand il fait chaud, c'est une véritable, c'est une fournaise. Quand il fait froid, qu'il gèle, en fait la niche elle est gelée. Hein, c'est pas des niches, mais voilà. Ils ont alimenté pour mettre des abreuvoirs automatiques dehors, des tubes en PVC, etc. Donc ça c'est bien par le principe, sauf que c'est aérien. Donc quand il gèle, l'eau elle sort pas, c'est gelé. Quand il fait chaud, l'eau qui est dans les tuyaux, elle chauffe, elle croupit. Donc les chiens vont boire de l'eau croupie. On n'a pas tous la même vision des choses. Donc bien sûr, je ne vous dirai pas où est cet élevage, je ne vous donnerai pas son nom ni quoi que ce soit. Après, c'est pas mon boulot. Chacun élève en son âme et conscience. Après, chose aussi importante, tout ce qui va être l'analyse du comportement. C'est hyper intéressant de comprendre comment fonctionne un chien. Donc ça, bien sûr, vous avez des vidéos, vous avez des reportages qui ont été faits là-dessus, vous avez des vétérinaires comportementalistes. Voilà, le comportement, c'est quelque chose qui est courant aujourd'hui, on arrive facilement à trouver des choses là-dessus. Prenez les vieux de la vieille, c'est mieux. Tout ce qui est l'aspect de la sélection, hein, parce que ça c'est aussi important de savoir un peu avec quoi on élève, parce qu'il suffit pas d'acheter Pompon et Pimprenel pour faire des chiots ensemble et se dire ah ah, youpla boum, je suis le roi du pain d'épices, on va se faire plein de pognon. Non, ça marche pas comme ça, ça marche qu'un temps et c'est très limité et souvent ça finit comme ça. Il faut savoir qu'on doit sélectionner ce qu'on élève. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous, si par exemple vous avez une chienne, je vais être très méchant, vous avez acheté une chienne, c'est une merde. Désolé de parler comme ça, mais d'un point de vue sélection, je vous parle. Hein, c'est une chienne qui ressemble à peu près à la race. Elle est lof. Ah oui, parce qu'il y a des chiens lof qui sont pas beaux. Hein. Elle est vraiment fadasse. Elle a rien pour elle. Elle a des origines qui sont plus que médiocres. La santé, voilà. Ça se trouve plus souvent que vous pouvez croire, hein, ce style de chien. Et là, vous vous dites, bon, pour faire de la sélection, je vais prendre le dernier chien qui est recommandé ou le chien qui est champion de France. Je fais de la sélection. Arrêtez tout. C'est pas comme ça qu'on fait de la sélection. Vous n'allez pas gagner de temps. Parce que, comprenez une chose, c'est que votre base, si elle n'est pas bonne, vous allez la voir une génération, 2 générations, 3 générations, 4 générations, 5 générations après, ou 6 générations après. C'est pour ça que je dis toujours à mes clients qui veulent se lancer dans l'élevage, ou aux gens qui sont comme vous à regarder ces vidéos qui me demandaient, il est préférable de commencer tout de suite avec une base solide et de qualité, ça évitera beaucoup d'ennuis. N'oubliez pas une chose, c'est que vous serez toujours jugé, observé par les autres éleveurs qui n'ont qu'une hâte, c'est de vous défoncer. Ben oui, parce que si vous faites de la merde, vous ne serez pas un concurrent pour eux. Par contre, si comme moi vous décidez de devenir un bon éleveur, et que vous l'êtes comme moi, alors oui, vous serez beaucoup critiqué, beaucoup, parce que vous êtes dérangeant, vous dérangez énormément. Oui,
Moi, je me rappelle une fois, j'étais faire une exposition à Pau, et il y a un éleveur qui était là, il me dit mais qu'est-ce que tu viens foutre chez moi? Oh, les cassibes ici, c'est pour nous, hein, nous on est d'ici. Retourne vers Poitiers. Je dis excuse-moi, je suis français, je fais des expos en France. L'expo de Pau n'est pas réservé à toi. Voilà. Donc, et ça m'a pas empêché d'aller partout, parce que j'ai aussi bien fait Poitiers, Pau, Marseille, Metz, Strasbourg, Alençon, Paris, Bordeaux, mais aussi l'étranger, quoi. Je vais partout. Et j'ai de la réussite partout. Et c'est ça qui est important. Mais pour ça, il faut bien sélectionner son chien. C'est pour ça que quand on part sur une base saine, de qualité, c'est très important. Pour nous qui élevons des Boston Terriers, des chiens américains, dans la sélection, attention, c'est pas parce qu'on achète un chien américain qu'on va tout gagner. Il faut comprendre que aux États-Unis, c'est comme partout. Il y a des bons élevages et des mauvais élevages. Les bons chiens issus des bons élevages sont très compliqués à obtenir, même en France, n'importe où. Pourquoi? Parce qu'un bon éleveur, un éleveur qui est sérieux, il ne va pas vendre non plus ses meilleurs chiens comme ça au premier venu, hein, faut pas se leurrer. Les bons chiens, on les garde pour nous en tant qu'éleveurs, ou pour les gens qu'on connaît dans l'élevage, etc. On fait attention, parce qu'on n'a pas envie que les origines et notre travail soient éparpillés, et surtout, quelque part, moi le premier, quand je produis des jolis chiens, eh ben, j'ai pas envie de voir mon joli chien marié avec un chien un peu bancal, vous voyez. Je suis pas un éleveur bancal et je veux pas travailler avec les éleveurs bancals, ça m'intéresse pas. Pensez-y. Après, il faut prévoir donc pour la repro, oui, ça je me l'ai été noté. Quand on a un élevage de chiens, n'accourez pas s'il vous plaît à vos bêtes professionnelles dès le premier jour. Pensez que chaque race de chien, on a des réglementations qui existent aujourd'hui, et vous les avez sur le site de la Société Centrale Canine, pour la race que vous élevez, en fonction de si vous élevez des petites races ou une grande race. Certains chiens, l'âge de confirmation, ça je vous inviterai à aller voir mes vidéos sur la confirmation si vous ne savez pas ce que c'est. La confirmation se fait à 12 mois, des fois 15 mois, des fois 18 mois, suivant la race que vous élevez. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas faire de reproduction avant, et les réglementations sont très importantes là-dessus. À la suite de ça, ce qui est très important aussi, c'est voir tout ce qui va être les clients et l'accueil physique et téléphonique de ceux-ci. Très très important. Il ne faut pas oublier que vous avez les clients au téléphone, quand vous avez des bébés, pour les réservations et tout, et puis après, ils viennent chez vous. Donc il faut aussi être en adéquation entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Voilà, c'est hyper important toutes ces choses-là. Et puis une fois que vous aurez fait tout ça, vous pourrez commencer à réfléchir d'un point de vue financier. Mais voilà, il faut comprendre que l'élevage de chiens, si vous voulez que ça fonctionne bien, vous n'aurez pas 50 solutions, il faut être aussi visionnaire. Il faut anticiper, réfléchir sur du long terme. La vision court terme ne fonctionne pas. N'hésitez pas, abonnez-vous, likez, partagez cette vidéo. Si vous avez des questions, vous me les mettez en commentaire sur la chaîne YouTube et j'y répondrai avec grand plaisir. À bientôt. Salut.